Merci beaucoup. Formidable expérience, j'allais dire, qui confirme un peu ce dont on parlait hier sur les liens intergénérationnels. Alors, pour ceux qui étaient là hier soir dans le dernier exposé du philosophe, donc je vous avais donné un petit travail à faire pour la nuit. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Levez la main. D'accord, merci monsieur, vous êtes le seul. Vous aurez donc la moyenne et votre bac. Donc, je rappelle l'objectif. Il s'agissait de définir ce qu'était l'adulte. Nous vivons une époque de brouillage des âges. Ce brouillage des âges peut être interprété selon deux scénarios. Soit les âges sont des catégories dépassées, et il faut, d'une certaine façon, les jeter à la poubelle. Aujourd'hui, peu importe l'âge que l'on a, ce qui importe, c'est d'être soi-même. Et ces catégories sont à jeter aux oubliettes, peu importe. Ou alors, au contraire, de dire le brouillage des âges, c'est la lutte des âges, la guerre des générations. Alors, ces deux hypothèses sont peu plausibles et le dernier exposé le montre bien. On assiste au contraire à une inventivité extraordinaire sur le plan des générations et des liens entre les générations. Et chaque fois qu'on en parle, ça suscite un enthousiasme considérable. Donc nous ne vivons pas la fin des âges, nous ne vivons pas la lutte des âges, mais nous vivons quelque chose de plus subtil, qui n'est pas d'ailleurs forcément une mauvaise nouvelle, mais qu'il faut essayer d'analyser, qui est une forme de crise de l'âge adulte. Crise de l'âge adulte, ça veut dire que nous avons aujourd'hui beaucoup plus de mal de définir ce qu'est un adulte, ce qu'est cet âge supposé être le sommet de l'existence. On peut dire qu'il y a trois raisons qui font que cette adultité soit aujourd'hui difficile à définir. Première raison, on pourrait dire anthropologique. Les sociétés traditionnelles sont des sociétés qui sont organisées par le passé. Le passé, ça veut dire qu'il y a déjà eu jadis des grands ancêtres qui nous ont tout donné, nos valeurs, nos lois, nos normes, nos modes de vie. Or, ce que nous avons à faire dans une société traditionnelle, c'est d'imiter les anciens. Surtout ne rien changer. N'innovons pas, imitons. Voilà la devise des sociétés traditionnelles. C'est la raison pour laquelle aussi les sociétés traditionnelles valorisent la vieillesse. Il faut vieillir, parce qu'en vieillissant, on se rapproche du passé. On se rapproche donc de la source du sens. C'est pour ça que les sociétés traditionnelles sont souvent des gérontocraties. Les vieux savent mieux parce qu'ils sont plus proches des anciens. Nous sommes des sociétés modernes. Pour nous, la source du sens n'est pas le passé dont il faut faire table rase, mais plus précisément l'avenir, dont on pense qu'il sera mieux. L'iPhone 9 sera mieux que l'iPhone 8. Même si nous avons des doutes sur cet avenir, nous sommes spontanément des progressistes. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan des âges de la vie? Ça veut dire que nous valorisons les générations qui sont l'avenir dans le présent, c'est-à-dire les enfants et les jeunes. Ce pourquoi, en effet, nous sommes spontanément jeunistes, attentifs à la jeunesse, parce qu'elle est la marque de la source du sens, cet avenir dans le présent. Ça, c'est la première raison qui fait qu'entre les sociétés traditionnelles et les sociétés du progrès, eh bien, l'adulte devient très incertain. J'allais dire, l'adulte, c'est un peu, comme on disait jadis, l'homme fait. Hein, l'homme fait, mais fait comme un rat, avec en plus des relents de cadavres. Adulte, déjà vieux, donc déjà mort. Pas de valorisation de cet âge adulte. Grand doute sur cette question. Deuxième raison qui fait que nous sommes dans une crise de l'âge adulte, le fait effectivement, on avait déjà évoqué ça hier, qu'il y a de nouveaux âges de la vie. Une adolescence qui grandit de plus en plus en amont et un nouvel âge, l'âge de la retraite où on est âgé sans être vieux. Si vous voulez, la jeunesse dans les sociétés traditionnelles, c'est très simple, c'est 3 jours. C'est le rite de passage, le rite d'initiation. On prend les enfants dans les jupes de leur mère, enfin dans les pagnes de leur mère, on les initie aux choses essentielles et on les remet dans la société. La jeunesse dure 3 jours. Aujourd'hui, 15 ans. 15 ans. Aux environs de 13 ans et aux environs de 30 ans. Plus de 15 ans. Donc d'une certaine façon, l'âge adulte a été grignoté en amont par cette adolescence qui n'en finit pas. Et de l'autre côté, un nouvel âge de la vie, cette retraite où on est âgé sans être vieux. Cet âge où on repart pour une autre existence.
débarrassé des contraintes familiales, professionnelles, quoique, on repart pour une nouvelle adolescence. On va faire des choses intéressantes, on va s'engager dans l'associatif, on va devenir député d'En Marche, on va prendre des cours de philo, on va voyager, on va divorcer, enfin des choses vachement enthousiasmantes. Une nouvelle phase de la vie. Et coincé entre les deux, vous avez l'âge adulte. Dans cet âge, dans cette vie qui est forcément plus ample, eh bien cet âge se réduit comme une peau de chagrin. Durant cette courte période, il faut tout faire. Il faut être performant dans sa vie professionnelle, performant dans sa vie familiale. Il faut aller mener les enfants au judo l'après-midi, puis il faut aller bosser, faire les courses, etc. C'est un âge harassant. Une petite fille qu'on avait interrogée, on avait posé la question, une petite fille de CP, on leur avait dit dans une classe de CP, pour vous c'est quoi être adulte? Elle avait tout de suite levé la main et dit, moi je sais, un adulte c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. On sentait que c'était du vécu. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, et peut-être plus dramatiquement, celui qui s'aperçoit aussi qu'il a de moins en moins de temps dans son existence. Donc, finalement, la crise de l'âge adulte, c'est que l'âge adulte est une crise. Une crise à côté de laquelle l'adolescence est peut-être une affaire de joie d'une certaine façon. C'est une crise parce qu'il faut effectivement être performant dans tous les domaines de son existence. Ce qui donne aussi, pas forcément aux jeunes, l'envie d'entrer trop vite dans cet âge qui va être un âge harassant quand ils voient leurs parents. Troisième raison, peut-être la plus spectaculaire à cette crise de l'âge adulte. Prenons un exemple simple, une phrase simple, un repère simple pour essayer de la formuler. Nous sommes en 1896, il y a un ministre de l'Instruction publique à l'époque qui s'appelle Léon Bourgeois, à qui on demande de réfléchir sur l'encadrement de la jeunesse. La Troisième République a réussi formidablement l'école républicaine pour l'enfance, laïque, obligatoire, gratuite, tout va bien. La question se pose de ce qu'on va faire après, pour la jeunesse, qui commence à apparaître comme une classe un petit peu inquiétante. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette jeunesse? Eh bien, on va en faire l'enseignement secondaire. C'est la fameuse réforme de 1902 qui instaure l'enseignement secondaire en France. Mais quel est l'objectif de cet enseignement? Et Léon Bourgeois, grand nom de la Troisième République, dit « C'est très simple. Nous devons, dans cet enseignement secondaire, produire des adultes. » Qu'est-ce qu'un adulte? Se demande Léon Bourgeois. Très simple pour lui. Voilà sa formule. Un adulte, c'est un père de famille, un travailleur, un soldat, un citoyen. Voilà la formule de l'âge adulte en 1896, à l'époque où on était clair. Il ne vous échappe pas que dans cette définition, il manque quelqu'un. Les femmes. C'est anecdotique, hein, j'en conviens. Les femmes ne sont pas adultes en 1896. Les femmes ne sont pas adultes en 1896. Et ce qui caractérise cette gigantesque révolution, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de cette ampleur, que nous avons vécue depuis 100 ans et probablement depuis 50 ans, c'est que les femmes sont devenues des adultes comme les autres. C'est ça la vérité du mouvement historique. En 50 ans, la condition féminine a davantage changé que dans toute l'histoire de l'humanité. Si ce n'est pas une révolution, ça, je vais bien être pendu sous un fraisier, comme dit mon maître Luc Ferry. Ça veut dire que les femmes sont devenues des adultes comme les autres. Ça veut dire qu'elles accèdent en 50 ans à tous les attributs de l'adultité. Elle pouvait acquérir une certaine forme de perfection en devenant mère ou épouse, mais adulte de plein exercice, non. Citoyenne, certainement pas. Or, elles sont devenues des adultes comme les autres, et ce faisant, les hommes ne sont pas adultes de la même manière. Ils ont intégré dans leur adultité masculine des éléments féminins. Ça, c'est un bouleversement. Il y a 100%, et sans doute un peu plus, d'adultes en plus. Ce qui, effectivement, transforme considérablement l'image que nous avons de l'adulte. L'adulte droit dans ses bottes, travailleur, prêt à sacrifier sa vie familiale pour sa vie professionnelle pour assurer, effectivement, la succession de la vie familiale, voilà, cet adulte-là a disparu. L'adulte bourgeois que déteste Sartre, c'est-à-dire le gros plein d'être qui s'enferme dans un rôle, cet adulte a disparu. Nous avons une crise de l'âge adulte, mais cette crise
est une crise de croissance. Il y a plus d'adultes. Et le sentiment d'indétermination que nous avons aujourd'hui à l'égard de ce qu'est un adulte tient au fait que l'âge adulte est une crise et que l'âge adulte a vécu une crise de croissance. Et ça, c'est très important. Parce que ça ne veut pas du tout dire que l'âge adulte a disparu. Ça veut dire qu'il s'est modifié. Et il faut essayer de le redéfinir. Alors, nous n'avons pas, hélas, le temps de le faire ensemble. Je vous avais posé la question, mais le temps presse, donc on va essayer, je vais essayer de vous proposer une manière de redéfinir cet adulte, qui est le fruit d'une expérience assez ample. J'ai pratiqué ça dans beaucoup de contextes différents. Et quand on pose la question, et vous pouvez y réfléchir pour vous, quels sont les mots qui aujourd'hui définissent, selon vous, un adulte? Quels sont les mots qui définissent, selon vous, un adulte? Essayez d'y réfléchir un peu. Puis deuxième question, pour ceux qui s'étaient déclarés lors de la première séance adultes dans la salle, essayons de réfléchir ensemble. À quel moment de votre vie vous êtes-vous senti adulte? C'est une question qui est très intéressante à poser dans les dîners en ville ou dans les déjeuners sur l'herbe ou simplement dans les réunions amicales. À quel moment vous êtes-vous senti adulte? Les réponses peuvent être variées. La réponse qui arrive majoritairement identifie cette adultité à la parentalité. C'est la naissance du premier enfant qui marque l'entrée dans l'âge adulte. Attention, ça ne veut pas dire que tous les parents soient des adultes, ni que tous les adultes soient des parents. Mais en tout cas, c'est une expérience. Mais ça peut être aussi le premier salaire. Ça peut être la mort des parents. Ça peut être un voyage à l'étranger ou le sentiment d'acquérir pour soi, disons, les armes de l'autonomie. Mais toutes ces expériences qui arrivent à des âges différents, très tôt ou très tard, en général jamais à 18 ans, qui a cessé d'être le véritable marqueur de l'entrée dans l'âge adulte, toutes ces expériences mettent en jeu 3 mots qui reviennent presque systématiquement pour définir l'âge adulte. L'expérience, la responsabilité et l'autonomie ou l'authenticité. Alors, on arrive très bien collectivement à ces 3 termes, mais ce qui est assez extraordinaire du point de vue philosophique, c'est que ces 3 termes constituent un petit système d'existence, voire une petite sagesse. L'expérience, c'est le rapport au monde. La responsabilité, c'est le rapport aux autres. L'autonomie, c'est le rapport à soi. Et ce petit système de sagesse, on peut le définir très rapidement en quelques mots. L'expérience, ce n'est pas le fait d'avoir tout expérimenté, d'avoir tout vu, tout fait. Celui qui dirait ça, on ne le prendrait pas pour un adulte. L'expérience, c'est plutôt le fait d'avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. Faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté, mais avoir les clés de la complexité du monde sans prétendre résoudre ce monde. C'est quelque chose qui, en fait, arrive souvent par l'échec. Il faut s'être planté pour devenir un peu adulte. Pour vous donner une illustration très simple, je me souviens de cette expérience avec ma fille. On était dans une ville étrangère, c'est la première fois qu'on y allait, et on se promenait dans cette rue, dans cette ville, dans les rues, et à un moment, je vois ma fille se tourne vers moi avec des yeux grands d'admiration et qui me dit « Mais papa, comment tu fais pour ne pas te perdre ?» Alors moi, je savais, j'avais un plan. Mais elle ne savait pas, et surtout, moi, je savais qu'en général, quand on se perd, quand on est adulte, on arrive à se retrouver. Alors que pour les enfants, se perdre, c'est l'angoisse absolue. Parce qu'ils, justement, ils ne sont pas adultes. Je m'étais déjà perdu, et je sais qu'en général, on se retrouve. Typiquement, ça c'est dans la ville, mais projetons dans la vie, c'est la même chose. Voilà la première caractérisation de l'âge adulte. Alors c'est vrai qu'on voudrait, quand on est parent, transmettre cette expérience à nos enfants ou à nos collaborateurs. On leur dit « Laisse-moi te donner un bon conseil ». Bon, en général, ils partent au galop. Et ils ont raison. Parce que cette expérience-là, ça ne se transmet pas. Ça se conquiert. Personne ne peut transmettre l'expérience de l'adulte. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas forcément trop protéger ses enfants.
Il faut évidemment les protéger, mais pas trop, pour leur permettre d'acquérir cette expérience. Premier trait de l'âge adulte. Deuxième trait de l'âge adulte, c'est la responsabilité. Là aussi, il ne faut pas commettre peut-être de contresens ou de malentendu. Ce n'est pas la responsabilité de ses actes. La responsabilité de ses actes, c'est assez facile. Les enfants savent très bien ce qu'est être responsable de leurs actes. Ils savent très bien quand ils font une bêtise, il va y avoir un problème. La responsabilité de l'âge adulte, ce n'est pas la responsabilité de, mais c'est la responsabilité pour autrui. Exemple très simple. Dans notre vie d'adulte, nous avons tous en tête quelqu'un qui a compté pour nous, qui au moment où on était ambitieux, prétentieux, petit con quoi, nous a malgré tout fait confiance et nous a dit « pas de problème, je sais ce qu'est être jeune, c'est-à-dire con, je te fais confiance et je te mets le pied à l'étrier ». On a tous en tête un patron, un prof, un parent, un adulte qui nous a porté, qui nous a fait confiance à un moment où objectivement on n'était pas forcément digne de cette confiance. Eh bien, être adulte, c'est le moment où on se dit « c'est mon tour ». C'est mon tour de faire ça. C'est mon tour d'être responsable pour quelqu'un d'autre. C'est mon tour d'aider quelqu'un d'autre à grandir. Et ce faisant, on grandit. C'est en aidant les autres à grandir que l'on grandit. C'est en aidant les autres à devenir adultes que l'on devient soi-même adulte. Responsabilité. Troisième trait de l'adulte, qui est peut-être le plus difficile, je me réconcilie avec le monde grâce à l'expérience, je me réconcilie avec les autres grâce à la responsabilité. Maintenant, le plus dur reste à faire, il faut que je me réconcilie avec moi-même. Authenticité ou autonomie. Être adulte, c'est le moment où on se connaît un peu. Pas complètement. On arrive à se surprendre, on arrive aussi à se dire tout n'est plus possible. Tout n'est plus possible, mais tout n'est pas perdu. Voilà ce qu'est l'authenticité. Voilà ce qu'est l'autonomie. On sort des rêves d'adolescence et en même temps, les projets restent présents. L'action représente, et souvent d'ailleurs l'action plus efficace. On sait ce qu'on peut faire, on sait les services que l'on peut rendre. Le rêve, souvent, est l'ennemi de la réalisation. Mais sans rêve, il n'y a pas de réalisation. Voilà ce qu'est le troisième terme de l'âge adulte. L'authenticité ou l'autonomie, cette capacité à être soi-même sans être enfermé dans soi-même. Vous voyez qu'on a un beau portrait de l'âge adulte ici, magnifique portrait, enthousiasmant. Quand on dit qu'on n'a rien à espérer dans notre monde contemporain consumériste, mon œil, et j'aurais pu être plus vulgaire. Non, c'est un projet gigantesque, formidable, enthousiasmant. Mais, il faut bien le concevoir, ce projet est infini. C'est un horizon. On ne sera jamais totalement adulte. Mais on cherche toujours à le devenir. C'est la caractéristique de l'horizon. On s'en approche toujours, on ne l'atteint jamais, mais pourtant il nous guide. Et cet adulte-là, c'est un projet existentiel que je crois nous partageons tous, avec ce mixte d'ambition et de déception. Déception parce que l'horizon est toujours loin, et d'ambition parce qu'on espère y parvenir, l'atteindre. Voilà ce qui caractérise l'adulte aujourd'hui, qui n'a pas pris une ride, qui est toujours présent, très fortement ancré. Simplement, encore une fois, il a cessé d'être un uniforme. Il y a des manières de l'habiter qui sont extrêmement différentes. Alors maintenant, la dernière question. Cette dernière question, c'est cet adulte-là, qui nous guide, qui est toujours présent et qu'on a tendance malgré tout, bizarrement, à oublier, pris entre les problématiques de vieillissement d'un côté et l'attrait pour la jeunesse de l'autre. Justement, grande question, est-ce qu'on cesse à un moment d'être adulte ? Est-ce qu'il y a une date de péremption de l'adultité en nous ? Et ça concerne effectivement, vous professionnels du vieillissement, ça concerne au plus haut point les structures dont vous avez la responsabilité. C'est un problème très complexe. Est-ce qu'à un moment donné, alors que nous avons été enfants, eh bien, nous redevenons enfants ? Eh bien, je voudrais vous apporter une suggestion, disons, intellectuelle sur cette question.
est-ce qu'on perd les qualités d'âge adulte? La tentation est grande de le penser. Effectivement, la grande sénilité, c'est le spectacle terrible du détricotage de l'expérience. Le rapport au monde s'efface, de la responsabilité, le rapport aux autres se dilue, et de l'authenticité, perte du rapport à soi. Mais pourtant, pour autant, est-ce que ces personnes cessent d'être adultes? Petite stratégie de détour pour tenter de résoudre cette énorme question. Prenons l'éducation, justement, à une question qui a animé beaucoup les philosophes et qui est une question assez intéressante. À qui appartiennent les enfants? Quand on les éduque, à qui ils appartiennent? Alors, il y a deux grandes réponses qui s'offrent à nous. Il y a la réponse traditionnelle, qui consiste à dire les enfants appartiennent à la famille, aux parents, au clan ou à la nation. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, et donc la patrie peut user et abuser des enfants comme il le convient. Il y a 100 ans, c'était le cas. La France, l'Europe, a utilisé ses enfants pour faire une guerre. Exactement. Alors évidemment, ça va nous choquer. On se dit, mais non, mais pas du tout. L'enfant n'appartient pas à la patrie, au clan, aux parents. Enfin, l'enfant, il appartient à lui-même. C'est un individu, c'est l'enfant personne. Oui, mais un enfant personne, un enfant qui appartient à lui-même, ça s'appelle exactement un enfant abandonné. On le laisse tranquille, il se débrouille, il se démerde, il s'éduque tout seul. Et on voit qu'on a une vraie antinomie. L'enfant qui appartient à lui-même ou l'enfant qui appartient à la nation, au clan ou à la famille. Ça ne marche pas. La bonne réponse, me semble-t-il, à cette question, c'est que l'enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard. Et la tâche des parents, des professeurs, de tous ceux qui en sont responsables, c'est d'occuper temporairement cette place de l'adulte qu'ils seront plus tard, ces enfants. Mal, évidemment, mal forcément. Il y aura toujours des erreurs, mais aussi bien que possible, de manière suffisamment bonne, comme dit Winnicott. Eh bien, appliquons exactement le même schéma aux personnes âgées. Oui, en effet, les personnes âgées, est-ce qu'elles appartiennent à la famille? Elles sont plus autonomes? Est-ce qu'elles appartiennent aux institutions? Est-ce qu'elles appartiennent à elles-mêmes? Non. Quand on perd les signes de l'adultité, eh bien, d'une certaine manière, il faut agir pour le soin comme on agit pour l'éducation. Pour l'éducation, on agit par rapport à l'adulte qu'ils seront. Pour le soin, il faut réfléchir et agir par rapport à l'adulte qu'ils ont été. Et qu'ils sont toujours, essentiellement, toujours essayer d'identifier le sujet dans la personne que l'on soigne. Il n'y a rien de pire, je crois, que de soigner en transformant celui qu'on soigne en objet soigné. C'est un sujet qui est soigné. C'est un sujet dont on prend soin. Et c'est vrai que des expériences comme celle de vélo sans âge manifestent par le lien cette formidable appétence, cette formidable qualité de respecter, d'identifier l'adulte. C'est la grande mission de notre société. Nous devons fabriquer des adultes, ça s'appelle l'éducation, et une fois qu'on les a fabriqués, on doit les protéger. Mais les protéger, c'est-à-dire protéger l'adulte qu'il y a en chaque personne, pas l'assister, pas le supprimer, pas le réifier. Protéger cette dimension d'adultité. Voilà une tâche grandiose. Une tâche grandiose, et c'est vrai que l'innovation, moi qui me bluffe chaque fois que je participe à ces journées à travers l'inventivité extraordinaire de ce secteur, qui est le secteur du vieillissement, me dit qu'on a une action, une innovation époustouflante qui va dans cet objectif, respecter l'adulte qu'il y a en chacun de nous jusqu'au bout. Je vous remercie.